c'est un grand débat, l'introduction de l'ours en Ariège. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est génial. Ouais, je suis pour. Et j'espère que ça marche. Non. Moi, je pense aux moutons, je pense aux bergers, je pense à tous ces agriculteurs. Après l'ours, bien sûr, c'est bien mignon, mais... Oh, pardon, excusez-moi. Mais je suis pas pour. Au Bagneux, ça ne me dérange pas, on habite en ville. Ah oui, on aime bien les voir à la télé. Ça, Une grosse connerie. voilà. Et là, Mais il bon, faut fusiller parce les qu'en ours fait, et ceux c'est qui des- veulent les introduire. c'est pas ça, c'est que la nature aujourd'hui n'est plus habilitée. Parce qu'on a fait des accès partout, Dites il y a pour ça. des chemins qui vont partout en montagne. Et c'est vrai que c'est compliqué. En plus, on réintroduit, c'est-à-dire qu'on capture, donc, déjà on les perturbe psychologiquement et on relâche ici. Moi je suis partisan de rien relâcher, quoi. Je suis contre, y compris pour la chasse, il lâche des faisans, il lâche des lièvres. Je serais pour qu'on arrête justement d'essayer, qu'on essaie de préserver les souches existantes, qu'on fasse près des mesures, mais pas qu'on introduise. Je trouve que c'est contre nature. C'est comme les loups. Enfin, les loups, qu'est-ce que ça donne enfin, à part faire du mal aux autres bêtes. Moi, ça me paraît bien qu'il y ait un ours en Ariège. Mais enfin, bon, ça n'a pas l'air de plaire à beaucoup de monde, mais bon, pourquoi pas. Il a le droit de vivre. Très bien. Par contre, effectivement, il faudrait le suivre. Et après, les éleveurs qui se plaignent des attaques de l'ours, il vaudrait mieux qu'ils se protègent mieux. Avec des patous, pour la limite. Et puis, charre et joie, et je suis fier de l'être, mais il faut arrêter de gueuler contre l'ours. Alors du coup aujourd'hui on va parler de l'ours. Alors je vais vous demander de s'approcher si vous voulez voir la vidéo. En 96, il y a 3 ours qui ont été relâchés, 2 femelles et un mâle. Hop, la toute première femelle à avoir été lâchée, Ziva. La cage qui s'ouvre. Et voilà, toute première ours à avoir été lâchée, à avoir été réintroduite. C'est laquelle qui a été tuée là, il n'y a pas longtemps? Ah, moi j'ai raté cet épisode là, c'est possible. Hein, Non, non, mais moi, c'est moi qui retiens, comprends. je retiens pas tout, mais hop. Vous connaissez peut-être Melba. C'est un des ours qui a été très médiatisé. Voilà, deuxième femelle à avoir été lâchée. Et voilà la vidéo de son lâcher. Melba qui sort et qui court vers la nature. Dernier lâché, 97. Le tout premier mâle à avoir été relâché dans les Pyrénées. Vous connaissez peut-être Pyros, ça a été le mâle dominant pendant une vingtaine d'années. Et Pyros, il en a eu marre de la cloison, alors il l'a défoncé et il est parti sur le côté. C'est une cloison qui est très résistante, un humain ne peut pas la faire tomber. Elle est vraiment doublée, elle est énorme, quoi. Voilà le lâcher d'une femelle Sarousse qui s'est fait la nuit. Donc il y a le camion qui s'ouvre et à Sarousse qui n'est pas pressé. Il n'y avait pas les barrières pour protéger? Alors pas là, tout le monde était dans les voitures. Et ouais, ça s'est fait de nuit, donc les mesures de sécurité étaient un petit peu différentes. Alors effectivement, ça les stresse, hein, ça les stresse d'être amenés. C'est un trajet qui dure de 24 heures à peu près, de la Slovénie à la France. Donc pendant 24 heures, effectivement, ils sont dans un van, dans une petite cage. Ils sont forcément un petit peu stressés, mais c'est pas pour autant que ça les marque plus que ça. Quand on a commencé la réintroduction en 96, il restait 5 ours dans les Pyrénées. Donc l'espèce n'avait pas complètement disparu. On nous dit parfois qu'effectivement l'espèce a disparu et qu'on en a remis. C'est pas vrai, effectivement il en restait que 5. Aujourd'hui on en a 43. L'objectif c'est déjà d'arriver à en avoir 50. Et en avoir 50 qui ne soient pas tous frères et sœurs. Pour le moment c'est le cas. À quelques exceptions près, c'est un taux de consanguinité qui est assez fort. Parce qu'effectivement, je vous ai montré la vidéo de Pyros, je vous ai dit que c'était le mâle dominant pendant une vingtaine d'années. Les ours, il y a essentiellement le mâle dominant qui se reproduit. Donc il s'est reproduit avec les femelles, avec ses filles, avec ses petites filles. Au bout d'un moment, la consanguinité est assez forte. Donc c'est aussi pour ça qu'on demande plus de réintroduction d'ours. On aille les chercher en Slovénie et qu'on les apporte et qu'ils apportent justement ce brassage génétique, ce sang frais en fait, pour permettre à la population de durer. Niveau de la taille, on a dit 2 mètres debout.
2 mètres, c'est à peu près par là. Un ours, en réalité, debout, c'est plus par là. Un ours brun européen, ça fait 1m70, 1m80. Un peu. Est-ce que vous savez ce que ça fait un ours à la naissance? 30 et 30 cm. Un ours brun à la naissance, ça fait 300 grammes. C'est gros comme mon poing. Ça ressemble à ça. Il me ferait pas peur là. C'est pas vrai, on est d'accord. D'habitude à la naissance, ils ont pas de poils, ils ont les yeux fermés. C'est moche. Un ours brun à la naissance, c'est pas beau. Déjà que là, il est un petit peu déformé. On a fait exprès de le prendre le déformé pour montrer que c'est pas très beau à la naissance. Voilà, ça fait cette taille-là. Et ça grossit pour faire 250 kg si c'est un mâle. Effectivement, c'est pas mal. Et parfois, il y a des gens qui nous ont dit qu'ils avaient entendu un ours, c'était une marmotte. Les marmottes, ça peut crier assez fort. Il y a des gens qui ont pensé que c'était un grognement d'ours. Il y a eu sanglier, parce que le sanglier, quand on voit une grosse bosse passer au-dessus d'une fougère, par exemple, on se dit oh, c'est un ours, c'est énorme. En fait, c'était juste un sanglier. Effectivement, la nécessité d'aller vérifier est quand même assez importante, et parfois, effectivement, c'était bien un ours. Et ça fait partie des méthodes de suivi de l'ours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 43 ours. Alors, il y a une petite partie d'estimation et une grande partie de suivi scientifique. Et comment vous savez si jamais il y a eu des naissances? On les voit. On les voit. Alors déjà, on estime qu'il y a à peu près entre 6 et 10 naissances, c'est-à-dire entre 3 et 5 portées. Un ours, ça fait entre 1 et 2 enfants. Donc si entre 3 et 5, ça fait entre 6 et 10 oursons. Ça, c'est l'estimation. Et ensuite, sur les pièges vidéo, les pièges photos, on voit une mère avec ses petits. Des tests ADN sur les... Exactement. Les poils qui sont collectés, ils partent en analyse génétique. Et l'ADN nous dit, bah voilà, c'est le fils de, la fille de, ouais, sinon la majorité des femelles sont en ariège et les mâles gravitent autour. Ouais. C'est pour ça que l'ariège est aussi un petit peu le foyer des opposants, c'est que bah, c'est là où il y a le plus d'ours. Donc forcément, c'est eux qui subissent le plus la pression des ours sur les troupeaux quand les ours attaquent sur les troupeaux. Je m'appelle Alain Rennes, je suis le directeur de l'association Pays de l'Ours à Bête depuis bientôt 20 ans maintenant. L'objet de l'association, c'est vraiment la restauration de la population d'ours dans les Pyrénées et la valorisation économique locale, justement, de ce patrimoine local que représente l'ours dans les Pyrénées, symbole d'un environnement de qualité. Alors les actions principales de l'association, c'est d'abord l'information, la sensibilisation du public. C'est une espèce qui est encore méconnue. Et ce que nous renvoie le public, c'est que ça a quelque chose d'extraordinaire d'avoir encore une espèce comme l'ours en France. Et dans les Pyrénées, il y a des gens qui ne savent pas, qui ne sont pas au courant, des fois qui nous disent « mais c'est une blague, il n'y a pas d'ours en France ». Ça leur semble assez exceptionnel et pour nous, ça n'est que le reflet effectivement de la qualité de l'environnement du territoire et fondamentalement c'est ça qui nous motive. Alors je m'appelle Alain Rivière, je suis éleveur de vaches limousines, de chevaux de Mérins et de brebis tarasconnaises. Pourquoi il y a incompatibilité entre la cohabitation des ours et des troupeaux? Parce que ce sont deux espèces complètement différentes. Alors ces pauvres ours, ils n'ont rien fait à personne, hein, on les a mis, ils sont là pour rien, eux ils vivent leur vie, j'ai envie de dire. Mais c'est incompatible avec l'élevage parce que ils dévorent, ils massacrent, ils éventrent, ils tuent. Les images sont terribles à vivre. Terrible à vivre quand on est éleveur et terrible à vivre quand on parle du bien-être animal. C'est quelque chose qui est affreux et qui vous met la larme à l'œil, mais aussi la colère au fond des tripes. Et là, aujourd'hui, nos élevages pyrénéens sont mis à mal par tout ça. J'ai envie de dire un peu par la bêtise humaine. Si on n'avait rien fait, eh bien, il n'y aurait plus d'ours dans les Pyrénées. Voilà, ça déjà c'est quand même le premier point qui est important. Il faut savoir que les populations d'ours ont quand même considérablement baissé au fil du XXe siècle. Sur l'ensemble de l'Europe, il y a environ 15 000 ours. 15 000 ours, c'est pas rien, mais c'est pas grand-chose non plus, hein, en regard du territoire européen. On estime que 80% des territoires occupés par les ours ont été perdus au fil du XXe siècle.
Donc on voit bien qu'il y a un enjeu de conservation là par rapport à cette espèce et que chacun doit prendre sa part. Donc nous entendons prendre la nôtre. L'ours est vraiment une cause de mortalité très mineure sur l'ensemble de la mortalité des brebis en montagne. Juste 2 chiffres pour traduire ça. L'ours en moyenne, c'est 180 brebis par an. Ce qui est toujours trop évidemment, mais ce qui reste quand même très modéré comparé aux 25 à 30 000 brebis qui meurent chaque année dans les Pyrénées françaises. 689 animaux rien que dans l'Ariège tués par l'ours, et l'appareil il est bien en deçà de ce que ça représente comme victime et ce que ça induit également. Tous les matins, quand les bergers se lèvent et qu'ils vont voir, le premier repère, ce sont les vautours qui indiquent aux endroits où il y a un animal, un cadavre. Mais tous les matins, ils sont confrontés aux images que vous avez pu voir, que je vous ai montrées, d'animaux éviscérés et tripés. Alors il y a ceux qui sont morts, ceux-là j'ai envie de dire, le problème est terminé pour eux. Et puis après il y a ceux qui sont vivants et qui souffrent et qu'il faut euthanasier. Et ça c'est quelque chose de très dur pour l'éleveur, pour la vie en général, pour tout être humain qui est digne de ce nom et qui a un cœur et une âme, c'est quand même quelque chose de très dur. Imaginez-vous pour l'éleveur qui a élevé, soigné avec affection, amour, compétence son cheptel, ses animaux. C'est quelque chose de terrible à vivre. Et rien que sur ce plan-là, il me semble que des gens qui doivent être intelligents, vu le salaire qu'ils touchent, tous nos ministres là, il me semble qu'ils pourraient avoir un petit peu de considération et un petit peu d'humanité en eux pour se pencher sur le problème et s'y pencher très vite avant qu'un drame humain ne vienne encore endeuiller plus les péripéties qui se déroulent tous les jours. Et c'est pour ça que des moyens ont été mis en œuvre pour la protection des troupeaux. C'est-à-dire que grâce à la présence de l'ours, les éleveurs peuvent embaucher des bergers, les cabanes en montagne ont été restaurées, le matériel de protection, les parcs ou les chiens de protection, les patous, sont également pris en charge et financés. Ce qui fait que globalement, pour un berger ou un éleveur qui met de la bonne volonté et met en œuvre ses moyens, eh bien, il a des meilleures conditions de vie et de travail et il perd moins de bêtes qu'il n'en perdait avant. En tous les cas, c'est le témoignage qu'il nous donne. Ça fait quelques années que les mesures de prévention ont été mises en place, soit des parcs de nuit, qui sont vraiment le contraire de ce que l'on peut faire en matière de bien-être animal, en matière de pastoralisme lié, comme je l'ai dit tout à l'heure, au relief, au climat, aux pentes abruptes qui sont là et qui ne permettent pas de réunir les animaux tous les soirs et c'est aller à l'inverse de leur comportement et de la nature. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est très mauvais pour les animaux qui vont piétiner dans leur déjection, etc. Et les jours où il fait beau, encore repassons. Alors imaginez-vous les jours où le temps n'est pas serein. Les moyens, c'est toujours les mêmes. Un berger, conduire le troupeau, le regrouper la nuit et le protéger. Et ça protège le troupeau de toutes les causes de mortalité. Donc c'est vrai que là, on a parfois un peu de mal à comprendre que certains refusent, pour dire des raisons, je dirais, qui sont un peu dogmatiques, en fait, de principe, de refuser les moyens qui sont mis à leur disposition pour protéger leur troupeau. Alors après, si, il y en a quelques-uns, des gens très bien intentionnés, qui disent que les éleveurs peuvent y dormir 24 heures sur 24. Madame la préfète nous a dit qu'elle allait donner des tentes de survie pour que le berger, après avoir fait sa journée de travail, il fasse aussi sa nuit de travail, qu'il aille dormir au pied du troupeau, ce qui ne fera rien d'ailleurs, parce qu'il n'est pas armé. Il risque de se faire dévorer lui aussi comme ces moutons. Mais en plus, imaginez un petit peu la sottise de cette action-là qui dit que les bergers doivent dormir en permanence auprès de leurs troupeaux, auprès de leurs moutons, etc. Et si quand bien même ils y dormaient, quand vous avez 800 ou 1000 brebis ou 150 vaches, vous ne pouvez pas être à côté de chacune d'elles. C'est simplement le bon sens qui fait dire ça. Donc tout ça, c'est absolument pas adapté. C'est adapté sur les livres d'images, c'est adapté peut-être dans les grands bureaux du 16e arrondissement à Paris, mais c'est pas adaptable sur le terrain. On a aussi parfois des campagnes de désinformation.
de la part de nos détracteurs qui essaient d'expliquer que l'ours est dangereux pour l'homme, qui essaient d'expliquer que les ours déciment les troupeaux, etc. Voilà, toutes choses qu'on a vues et on a maintenant une vingtaine d'années d'expérience que c'était faux, mais il y a encore des gens qui diffusent ces informations-là, donc on doit à la fois répondre à la curiosité des personnes qui cherchent à s'intéresser à ce sujet et aussi répondre aux campagnes de désinformation. On ne peut pas regarder son collègue dans les yeux si on triche comme ça se fait souvent. Et les éleveurs, vous savez, ils ne trichent pas. Quand ils tombent sur un animal qui a été prédaté pendant la nuit, ils le montrent et puis c'est tout. Alors, toutes ces malversations sont devenues insupportables. Elles sont le fait de nos ministres, notamment de l'environnement, qui donnent les ordres, les préfets, les agents de l'ONF, certains n'arrivent pas à le vivre d'ailleurs, cet esprit mensonger. On comprend bien sûr qu'il y ait des personnes qui ne soient pas favorables à la présence de l'ours dans les Pyrénées, notamment dans le milieu de l'élevage. Simplement, par rapport à ça, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas non plus aux seuls agriculteurs de décider des espèces qui ont droit ou pas de vivre dans un territoire comme les Pyrénées. Ça ne pourra pas durer. Dans toutes les révoltes qui se sont faites au cours des siècles, quand la cause est juste, il y a des gens qui se sont sacrifiés. Et je le disais il n'y a pas très longtemps aux représentants de la préfecture, qu'ils n'attendent pas qu'il y ait un drame humain qui se passe, parce qu'il y en aura. Tout le monde est averti, tout le monde le sait. Tout le monde est au plus haut niveau, sait que les éleveurs sont excédés, qu'ils n'en peuvent plus. Ce que nous impose l'État et ses mensonges, c'est insupportable. Il faut que la société le sache et que l'État le sache, mais il le sait déjà. Et ce qui est terrible, c'est qu'il s'en fout. On n'espère pas, on n'attend pas que tous les éleveurs pyrénéens deviennent favorables à l'ours. Et encore une fois, si un éleveur pense que la présence d'un prédateur, c'est pas en soi une bonne chose pour son activité, son troupeau, on le comprend très bien. Simplement, ce qu'on cherche à faire, c'est de leur dire, certes, c'est une contrainte, mais les contraintes, ça existe. Voyons comment on peut ensemble mettre en place les moyens de cette cohabitation, même si elle est subie, même si effectivement ils ne l'ont pas choisie. La première chose de l'agriculture et de l'élevage, c'est de nourrir les hommes et de les nourrir bien. Si les Français veulent manger ce qu'ils mangent aujourd'hui, s'ils veulent continuer à avoir de beaux paysages, il faut qu'ils gardent l'élevage et le pastoralisme. Vous savez, si chaque jour on remplit 60 millions de biberons, c'est sans doute avec les gens qui ont des vaches laitières et qui produisent du lait. C'est pas avec les ours ni avec les loups. Et quand dans nos montagnes, les bergers, les éleveurs et le pastoralisme auront disparu, il ne faudra plus vouloir manger du bon fromage ou de la bonne viande avec une très bonne saveur et du naturel. Et ne laissons pas disparaître le naturel et la saveur et la biodiversité des Pyrénées.